c'est le débrief d'Histoire Crépue, une émission où on aborde l'actualité avec une perspective historique. On n'a pas peur de parler de sujets complexes sans pour autant les rendre compliqués. Et aujourd'hui, on va parler du conflit qui se déroule à Gaza entre Israël et le Hamas en se posant une question, je ne sais pas si elle est simple ou si elle est compliquée, est-ce que la justice internationale peut nous aider à résoudre ce qui se passe à Gaza? Pour réfléchir à cette question, on est heureux d'inviter M. Yohan Soufi. Bonjour. 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 Vous êtes avocat et procureur spécialisé dans le domaine de la justice pénale internationale et les droits de l'homme. Dans ce moment de grand n'importe quoi sur les médias, votre parole, en tout cas, moi, elle m'a fait beaucoup de bien, que ce soit sur Twitter, sur les interventions que vous avez pu faire à la télé. Et donc, j'aimerais vous poser une question pour commencer. Vous avez beaucoup pris la parole autour de la guerre qui se déroule actuellement donc, à Gaza, où vous avez travaillé, puisque vous étiez directeur juridique pour l'UNRWA, qui aujourd'hui est accusé de toutes parts. On l'accuse d'être presque complice du Hamas. Alors qu'est-ce que c'est l'UNRWA? Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu et pourquoi est-ce qu'elle est accusée aujourd'hui? Oui, l'UNRWA, c'est l'agence des Nations Unies qui est en charge des réfugiés de Palestine. Et ça depuis 1948, depuis la Nakba en fait, où il y a eu environ 700 000 réfugiés palestiniens qui sont partis alors à Gaza, au Liban, en Syrie, en Jordanie. Et donc, l'ONU, en attendant de trouver une solution politique à cette crise des réfugiés, a créé une organisation dont le but, c'est d'apporter une assistance humanitaire. Donc, ça veut dire quoi? Apporter de la nourriture, des soins, l'éducation à ces réfugiés de Palestine. Et ça, c'était il y a 75 ans. Et donc, depuis 75 ans, en fait, l'UNRWA continue ses activités, mais la population réfugiée, elle s'est agrandie. Et aujourd'hui, il y a plus de 5 millions de réfugiés de Palestine dans ces États, et notamment à Gaza, où j'ai travaillé, où il y a 1,6 million de réfugiés. Et donc, l'UNRWA s'occupe d'eux de manière, en tout cas, leur apporte une assistance humanitaire. Donc, c'est un bureau de l'ONU. Qu'est-ce que ça veut dire exactement, UNRWA? C'est en anglais, c'est United Nations Relief for... J'avoue que le W, je ne sais plus. Agency. OK. En tout cas, c'est le bureau de l'ONU qui s'occupe voilà, donc des réfugiés. C'est une organisation des Nations Unies. Ouais. Et comme toutes les agences des Nations Unies, elle est tenue à des principes d'humanité, d'impartialité, de neutralité. Et c'est pour ça que toutes ces accusations, elles sont calomnieuses. On revient d'ailleurs sur les accusations. On accuse donc là, aujourd'hui, dans les médias français, l'UNRWA d'avoir été complice du terrorisme du Hamas ou d'avoir fait des manuels scolaires, voilà. Oui, enfin, dans les médias français fainéants, parce qu'en fait, on reprend une propagande qui n'est pas nouvelle, qui existe depuis longtemps. Et derrière UNRWA, en fait, ce qu'on vise, c'est les réfugiés palestiniens et la cause palestinienne. Donc, il ne faut pas se tromper sur quel est l'objectif politique de ces attaques contre l'agence et contre les Nations Unies aussi. Mais ça, ce n'est pas propre à Israël. Je veux dire, tous les régimes autoritaires, à chaque fois que l'ONU s'intéresse un peu aux droits de l'homme contre eux, ils s'attaquent à l'ONU. Donc, on casse le thermomètre plutôt que de s'intéresser aux problèmes. Et on a beaucoup, donc pour changer un peu de sujet et revenir vraiment sur le cœur de notre discussion, on a beaucoup entendu le mot génocide ces dernières semaines pour décrire la situation, que ce soit d'un côté ou de l'autre, dans la guerre Israël-Hamas. Vous avez d'ailleurs fait un long thread Twitter pour expliquer, en fait, génocide, ça veut dire quoi ? Oui, parce que, comme vous le disiez, en fait, on est tous un peu perdus dans ce conflit. Et pour moi, en fait, ce que le droit apporte, c'est une forme de boussole morale, de repère, impartial, parfois un peu froid, mais aussi utile. Quand on est perdu, les outils du droit, ils s'appliquent partout. Et donc, c'est pour ça que j'avais souhaité définir le génocide. Et le génocide, en fait, depuis 1948, donc il a été créé par un juriste juif polonais, Raphaël Lemkin, qui a dit qu'il faut mettre un concept sur cette destruction physique, voire culturelle aussi, d'un groupe ethnique, racial, religieux ou national. Et donc, il y a eu des débats. Et il y a eu cette définition du génocide qui est à la fois dans la Convention de 48 et dans l'article 6 du Statut de Rome, qui définit en fait un ensemble d'actes dans l'objectif de détruire en tout ou en partie un groupe, et comme je disais, un groupe religieux, racial, ethnique ou national. Ok. Et il y a aussi une dimension peut-être culturelle dans cette notion de génocide ou pas du tout ?
Oui, en fait, à l'époque, il y avait un débat important parce que pour beaucoup de gens, en fait, le génocide, il était aussi perçu comme la destruction culturelle, l'interdiction de parler une langue, la destruction des livres, la négation aussi d'une identité culturelle existante. Et notamment, et c'est là où ça résonne aussi avec votre discours anticolonial, parce que c'était important, il y a eu un accord à minima parce que quand il faut se mettre d'accord sur une convention entre tous les États du monde, c'est compliqué. Et donc, l'accord à minima, c'est sur la destruction physique du groupe, et donc on pense bien sûr à la Shoah ou au génocide des Tutsis au Rwanda, mais dans le langage commun, il y a aussi cette notion de génocide culturel, donc qui appartient pas au domaine du droit positif, si j'ose dire, mais qui est utilisé à la fois par les communautés qui sont persécutées et qui est utilisé de manière usuelle quand on voit des crimes de guerre ou des crimes contre l'humanité comme ceux auxquels on assiste aujourd'hui à la fois en Israël et en Palestine. Et justement, vous avez parlé de la Shoah et du génocide au Rwanda, et ces deux génocides pour lesquels on a réagi après coup. Ouais. Et là, en fait, il y a un sentiment pour les gens qui suivent la situation au Moyen-Orient qu'il y a peut-être un génocide qui est en train de se dérouler. Alors, comment est-ce que... ils ont peur, en fait, de le voir se dérouler les bras croisés devant nos écrans. On est tous en train de regarder, on ne sait pas comment réagir. Comment est-ce qu'on peut savoir, en fait, si un génocide est en cours ou pas? Bien sûr, mais c'est moi aussi ce qui m'a amené à la justice internationale. Je veux dire, je suis le fruit de cette formation, à la fois à la Shoah et en 1994. J'avais 12 ans, mais je me rappelle de ces images. Et donc, c'est l'idée il faut agir avant que le génocide ait lieu. Et donc, aujourd'hui, c'est pour ça que des experts, la société civile alertent, parce qu'il n'y a aucun doute que ce à quoi on assiste aujourd'hui à Gaza, c'est criminel. Et il y a l'obligation, mais qui existe déjà depuis 1948 dans la Convention, qui, je le rappelle, s'appelle la Convention sur la prévention et la répression du génocide, de détecter en fait des signaux, notamment des discours incendiaires, etc., qui peuvent suggérer éventuellement la commission d'un acte de génocide. Donc, ceux qui alertent sur aujourd'hui le crime et les mouvements qui ont lieu aujourd'hui en faveur d'un cessez-le-feu, etc., ils sont totalement à la fois dans leur rôle et dans l'esprit de cette convention. Ok. Et donc les citoyens aujourd'hui, en France par exemple, il y en a beaucoup qui aimeraient pouvoir agir sur ce qui se passe. Mais comment est-ce que, en tant que Français, quand on a cette nationalité, est-ce qu'on peut s'impliquer en fait pour les plus jeunes? Est-ce qu'il y a des outils du droit international, des choses qu'on peut faire avec notre passeport français? Qu'est-ce qu'on peut faire? Avec son passeport français, on peut faire plein de choses. On peut déjà s'éduquer, on peut apprendre, on peut essayer de maîtriser aussi les codes à la fois juridiques, politiques. On peut alerter aussi son député, son maire, etc. On peut tweeter, on peut manifester dans la rue. Même lorsqu'il y a quand c'est autorisé, exactement. Donc non, il y a tout un champ d'action à la fois politique, médiatique, juridique, et surtout on peut appeler la France à soutenir le travail de la Cour pénale internationale, comme elle l'a fait en Ukraine. Aujourd'hui, de le faire avec de la même manière et avec la même, énergie, intensité en Palestine. Et du coup, vous avez parlé de la Cour de la justice internationale. C'est peut-être une des seules institutions qui est compétente à agir sur le sujet. Mais aujourd'hui, les gens ne lui font plus confiance à cette justice internationale en général. On a l'impression que de toute façon, Israël et le Hamas ne sont pas affectés par les condamnations. Le Hamas est déjà condamné 1000 fois. Israël n'a rien à faire des condamnations. Qu'est-ce qu'elle peut faire, la justice internationale, et pourquoi est-ce qu'on ne lui fait plus confiance aujourd'hui? On ne lui fait pas confiance parce que la justice, elle est toujours imparfaite. Mais aujourd'hui, en tout cas, moi, c'est mon combat, c'est que les outils dont on dispose, ce sont d'une certaine manière aussi ceux qui peuvent nous protéger. La Cour pénale internationale, elle a été faite notamment en réaction à l'anachronisme et à une forme de néocolonialisme du Conseil de sécurité, où 5 États parmi tous ceux dans le monde ont un veto de dire on ne fait rien sur cette situation, comme en Syrie ou en Irak ou en Israël. Donc là, vous parlez de ce Conseil de sécurité de l'ONU. De l'ONU. Qui est différent de la CPI. Qui est différent de la CPI. Donc la CPI, c'est un traité où des États, 124 aujourd'hui, l'Arménie a rejoint il n'y a pas longtemps, mais une majorité d'États du Sud et l'ensemble des États de l'Union européenne ont dit, nous, on considère que lorsque des crimes internationaux sont commis et que les juridictions nationales
comme c'est le cas en Israël, ne se saisissent pas en fait de crimes internationaux qui sont commis. Il faut qu'il y ait une justice internationale qui agisse. Elle a été effective, en tout cas pour le moment, principalement en Afrique. Exactement. Elle l'a été aussi en Ukraine. Aujourd'hui, il faut qu'elle le soit aussi en Palestine et ailleurs. Et justement, c'est quoi la légitimité de cette justice internationale? Parce que, comme vous l'avez dit, elle était surtout effective en Afrique. Beaucoup de gens aujourd'hui sont critiques et disent voilà, c'est une institution qui condamne finalement que les Africains, que les gens non occidentaux en tout cas. C'est quoi la légitimité aujourd'hui de ces outils? Oui, alors, c'est indéniable que la Cour pénale internationale s'est intéressée simplement pour le moment et s'est focalisée sur l'Afrique. Et ça, c'est un problème. Après, on peut voir aussi la chose d'une perspective différente. Elle s'est intéressée uniquement aux victimes africaines et pas seulement aux auteurs, si on se place du côté des victimes, ce qui est important à mon avis. Mais effectivement, aujourd'hui, pour avoir une légitimité et une crédibilité, il faut qu'elle s'intéresse à d'autres situations. Mais j'allais dire, ne jetons pas aussi le bébé avec l'eau du bain. Et donc, ça, c'est un outil en fait qui est quand même progressif. Quelle est l'alternative aujourd'hui? À la fois à l'ONU qu'il faut changer, et à la Cour pénale internationale, c'est la loi du plus fort, et qui existait, vous l'avez rappelé avant, c'était déjà ça. Donc aujourd'hui, essayons d'investir ces outils du droit international pour les changer aussi en faveur de plus d'égalité et d'universalité, mais ne rejetons pas comme ça des outils qui, au final, sont en faveur des victimes et des peuples oppressés. Parce que vous rappeliez, dans une discussion qu'on avait eue précédemment, que en fait, c'est des outils assez jeunes, finalement, la CPI, c'est quelque chose de jeune qu'on peut essayer de transformer, qu'il est encore temps de transformer peut-être. Mais bien sûr, il est toujours temps, et comme je vous le disais, moi, je ne suis pas si vieux que ça, et pourtant, déjà, j'ai vu une évolution pour mes parents, par exemple, le simple fait que quelqu'un d'aussi puissant que Vladimir Poutine soit aujourd'hui non seulement l'objet d'un mandat d'arrêt, mais qui puisse plus voyager en Afrique du Sud, dans l'Union européenne, etc. C'est extraordinaire. Donc, moi, je suis quand même positif, mais il faut travailler à la fois en interne, ça va être mon travail, mais dehors, sous la forme de pression publique, pour qu'effectivement la justice pénale internationale et la Cour pénale internationale notamment, elle soit réellement universelle et apolitique. Ça, c'est fondamental. Et justement, vous parlez d'apolitisme et vous avez cité le fait qu'aujourd'hui, Vladimir Poutine ne peut pas voyager puisqu'il y a un mandat d'arrêt contre lui. Mais on voit des personnes comme justement Netanyahou, par exemple, où il y a de multiples condamnations qui ont été faites à l'égard d'Israël et du gouvernement en place actuel. Et pourtant, lui, il peut voyager. Alors, est-ce qu'il y a une justice à double vitesse? Est-ce que même d'autres personnages, on pense à George Bush avec ce qui s'est passé en Irak, il y a plein de gens qui n'ont jamais été tenus responsables. Bah oui, mais parce que le principe de défaut est en fait le monde d'avant, c'est le monde de l'impunité, c'est le monde du plus fort et c'est le monde où ceux qui ont le pouvoir font ce qu'ils veulent. Et c'est le monde qu'on essaye de changer. Et la CPI, c'est un pas en avant. Vous l'avez dit, c'est quand même une institution assez jeune, mais c'est un pas dans la bonne direction qu'il faut. Après, il ne faut pas non plus oublier aussi les autres crimes. Au Darfour, en ce moment, ce qui se passe est terrible. Au Congo, en Érythrée. Donc, des crimes, il y en a partout. Et c'est vrai que la Cour pénale internationale, avec ses petits moyens, elle a une difficulté à s'occuper de tout ça. Et donc, c'est pour ça qu'il faut soutenir son travail, y compris financièrement, c'est-à-dire pas pour les gens, mais pour les États, qu'ils donnent plus d'argent, parce que la paix coûte toujours moins cher et la justice coûte toujours moins cher que la guerre, le chaos, etc. Donc voilà, moi ça c'est mon appel en tout cas. Ouais. Et vous dites souvent donc que le traitement de toutes ces situations, en fait, notamment la situation à Gaza, ça va être un étalon en fait de la crédibilité des institutions internationales. Est-ce que vous pensez que la justice internationale pourrait s'effondrer si elle ne parvient pas à gérer la situation à Gaza? Moi, honnêtement, c'est ma crainte en ce moment avec ce qui se passe en Palestine, c'est que les gens, et je le sens, le discours petit à petit en France, mais ailleurs, en fait, rejettent avec l'Occident les instruments en fait, du multilatéralisme, la démocratie, la justice internationale. Et ça, c'est dangereux parce que l'alternative, c'est l'abîme, c'est la dictature. Et donc, voilà, en fait, il ne faut pas qu'on oublie notre boussole morale. Et je parlais de boussole morale. Notre boussole morale, c'est la défense des droits humains, c'est la défense de l'égalité, etc. Et donc, c'est ces instruments-là qu'il faut investir et soutenir, et pas une forme de, comment dirais-je, de rejet
total et de nihilisme, en fait, qui nous mènerait tout droit vers les moments les plus sombres de notre histoire. Et vous avez dit cour pénale qui doit être apolitique. Comment est-ce qu'on peut être apolitique aujourd'hui ? Enfin, qu'est-ce que vous entendez par là, dans le sens où, voilà, on l'a vu aujourd'hui, il y a par exemple Poutine qui a été condamné, Netanyahou qui, pour l'instant, n'a pas de mandat qui l'empêche de circuler. En fait, quand vous dites apolitique, c'est qu'il faudrait que ça s'adresse, que tout le monde soit jugé de la même manière. Qu'est-ce que ça veut dire ? Bon, ça, c'est difficile parce qu'il y a quand même beaucoup d'êtres humains et beaucoup de criminels. Donc, par définition, le procureur de la Cour pénale internationale, il doit faire des choix. Il a un pouvoir discrétionnaire. C'est d'ailleurs, avant, les choix, ils étaient faits par le Conseil de sécurité, qui est un instrument politique. Donc, la Cour pénale internationale, elle va dans la bonne direction. Mais effectivement, aujourd'hui, moi-même, je me dis que c'est important, voilà, justement, que, comme vous l'avez dit, la Palestine sera l'étalon de cette crédibilité. Et j'y crois fortement. Après, il faut être patient aussi. Le temps des médias, le temps de la politique et malheureusement le temps des crimes et de l'humanitaire n'est pas celui de la justice. Les enquêtes prennent du temps. De montrer la preuve, la responsabilité pénale individuelle d'une personne, c'est compliqué. C'est pour ça que nos enquêtes durent parfois longtemps. Et donc, il faut être patient avec la justice, mais il faut maintenir la pression, il faut soutenir son travail. Vous avez travaillé en Ukraine, vous avez travaillé à Gaza, vous avez travaillé sur les questions du Rwanda, vous avez travaillé sur plein de terrains où il y a eu des... Sierra Leone, Centrafrique, ouais. Et aujourd'hui, qu'est-ce que vous pouvez dire pour celles et ceux qui ont envie de soutenir justement le travail de la CPI ou de s'intéresser à la justice internationale ? Comment est-ce que, vous avez fait quoi comme parcours ? Peut-être que c'est pour la question de la fin, mais juste pour donner un petit peu de pistes à ceux qui voudraient aller dans cette direction. J'ai fait mes études en banlieue parisienne, à Cergy, et puis je travaillais dans un cabinet pénaliste en France, et je me suis dit, je rêve de plus grand. Et puis, voilà, je suis arrivé au Rwanda avec un avocat français. Et puis, petit à petit, et d'ailleurs aussi une autre avocat française, Anta Guissé. Et puis, on s'est retrouvés comme ça dans cette aventure rwandaise. Et petit à petit, comme vous l'avez dit, la Sierra Leone, le Liban. Et donc, voilà, tout le monde peut le faire, en fait. Il faut avoir la rigueur nécessaire aussi d'apprendre qu'il faut bosser, il faut connaître ses dossiers. Et puis après, tout est possible, en fait. Merci beaucoup, Monsieur Yohann Soufi. Je rappelle que vous êtes donc avocat et procureur international. Merci d'avoir pu prendre le temps de discuter avec nous. Votre parole fait toujours du bien. Je conseille aux personnes qui découvrent cette émission donc d'aller aussi suivre ce que vous dites sur Twitter, parce que vous prenez beaucoup de positions et vous essayez d'expliquer les choses de manière très précise. Merci encore. On se retrouve jeudi dans 2 semaines, donc le 14 décembre. Sur le Média en direct. Et je rappelle, le Média, la première chaîne d'infos indépendante de France, exclusivement financée par ses abonnés. Offrez-vous donc une information libre et indépendante à la télé à partir de 5 € par mois sans engagement. En attendant, partagez cette vidéo et suivez-nous sur YouTube, sur Insta, sur TikTok, mais aussi sur notre nouveau site internet. Là, je repasse sur histoirecrépue.fr où vous retrouverez nos vidéos et nos articles. Et donc, à bientôt à vous sur la chaîne Histoire Crépue. Ciao, ciao, ciao!